Pas la peine d'en parler. Quant à Christian Hubert, lui aussi nous a montré des choses quand même pas très loin du sexe. Alors moi, qu'est-ce que j'arrive c'est la faute de Paul, parce que Paul, j'adore, il est un peu bizarre quand même. Au mois de décembre, il me téléphone et il dit le thème, c'est le futur. Donc moi, je suis un bon élève, qui me demandait de faire de la conjugaison. Et ça m'a immédiatement projeté dans la lointaine enfance. Et bon, ben d'accord, je vais vous faire un cours de grammaire et on va parler de la conjugaison. Le futur, après, présent et toutes ces choses-là. Mais comme toujours, moi j'ai besoin d'avoir des modèles animaux avant de parler de l'humain et même de l'homme malade. Est-ce que l'animal est capable de conjuguer au passé ou à l'imparfait ou au passé simple? C'est-à-dire que est-ce que l'animal est capable d'avoir une mémoire? Alors on va parler du plus con, la plisie, 200-300 neurones, la limace ou l'hyène de mer, et il y a une étude, moi j'aime beaucoup. Vous prenez donc dans un aquarium ces petits animaux sympathiques et une lumière suivie au bout de 5 secondes par un choc électrique. Ils n'aiment pas bien. Ce qui fait que lorsque, au bout d'un moment, ils ont la lumière, ils se mettent à se tortiller, à fuir dans tous les sens. Ensuite, vous prenez toutes vos aplysies conditionnées et vous prenez un mixeur, c'est très utile un mixeur en recherche fondamentale, vous mixez vos aplysies, vous mettez le jus d'aplysie dans un aquarium rempli d'aplysie naïve, vous envoyez une lumière et tac, vous voyez les aplysies qui se mettent à se tortiller. C'est-à-dire que vous avez une mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire que c'est le fantôme de la mémoire des aplysies conditionnées qui va être absorbé par les aplysies nouvelles et qui va leur passer un conditionnement. Donc ça, c'est une mémoire quasi chamanique, si on voulait parler de André. Ensuite, on parle souvent du poisson rouge, qui est tellement idiot qu'il fait tout son aquarium et qu'il a oublié son tour et c'est toujours nouveau pour lui, mais c'est totalement faux. Autre étude, vous prenez un aquarium, avec un petit bocal, avec un poisson rouge, et puis vous l'habituez à une personne, un soigneur, qui arrive avec une gestualité, toujours la même couleur de vêtements, et il arrive et il donne à manger. Donc il y a, vous pensez, un attachement du poisson rouge à son soigneur. Ok. Ah, c'est gentil. Donc il y a un attachement du poisson rouge à son soigneur. Et quand il est bien conditionné, votre poisson rouge, vous le mettez en semi-liberté dans un très grand aquarium, voire dans un étang. Le soigneur arrive, même vêtement, un an après, le poisson rouge s'en souvient. Donc le poisson rouge, il a une sacrée mémoire. Un an après, il est capable de se rappeler de ceux qu'il aime bien. Alors maintenant qu'on sait que l'animal est capable de conjuguer à l'imparfait, est-ce qu'il est capable de conjuguer au futur? Et là, une étude que j'aime beaucoup, c'est l'étude du chimpanzé qui s'appelle Santino, qui vit dans un zoo qui est en Suède. Et c'est un animal qui s'emmerde grave. Et alors on sait que dans les zoos, les chimpanzés qui s'emmerdent, ils font plaisir à Philippe, c'est-à-dire qu'ils se masturbent beaucoup, ce qui fait que le mercredi après-midi, on leur fait du remue, etc. C'est très compliqué pour les gardiens de zoo, où alors les jeunes filles sont gardées à grande distance, parce qu'elles n'ont pas toutes lu encore sextoy. Bref, lui, il avait trouvé un autre truc, il était plutôt SM, c'est-à-dire qu'il collectait des cailloux, des branches, planquait. Il attendait le premier visiteur, il les allumait. C'était même assez dangereux. Ils ont repéré énormément de cachettes. Et ça, il faisait 1 heure avant l'ouverture du zoo. Donc, il est capable de prévoir l'arrivée et il adorait voir l'effroi des visiteurs. Mais où ça devient intéressant, c'est que le zoo, il était fermé une fois par semaine le mardi. Le mardi, il faisait pas de réserve. Donc, il était capable de planifier 1 semaine à l'avance l'arrivée des humains et de faire ses réserves ou non en fonction de l'ouverture ou non du zoo. Et pareil, pendant le mois de fermeture annuelle du zoo, il ne faisait pas de réserve, mais le jour d'avant l'ouverture, il avait plein de projectiles, des excréments, des tas de choses qui étaient assez marrantes. Et donc on peut voir que peut-être ces chimpanzés, c'est quand même l'avenir de l'humanité, si vous vous rappelez la planète des singes.
les oiseaux. Alors vous vous rappelez tous la citation de Matthieu, regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers. Désolé Jésus, tout est planté, parce qu'il y a une étude très intéressante. Vous prenez des jets bleus qui vivent en Amérique du Nord et vous les mettez de temps en temps de manière aléatoire dans une partie de cage où il y a de la nourriture. Et de temps en temps, ils se retrouvent dans une cage où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de petit déjeuner. Et puis au milieu, il y a de la réserve. Eh bien, au bout d'un certain nombre de fois où ils n'ont pas eu à manger dans la cage de droite, ils prennent l'habitude de prélever de la nourriture là, parce que ça communique de tous les côtés, pas tout le temps, mais ça communique, et il fait des réserves en prévision du jour où il sera mis dans cette cage-là et où il n'aura pas à manger. Donc même les oiseaux sont capables de conjuguer au futur. Alors bien sûr, quand Paul m'a dit « tu vas parler du futur », j'ai repensé à ce que je fais quand je suis avec mes patients. Et j'ai une espèce de tic intérieur qui fait que je suis très attentif au temps majoritaire utilisé par les patients. Est-ce qu'il parle au présent, est-ce qu'il parle à l'imparfait, est-ce qu'il parle au futur? Et je crois que le temps utilisé par les patients permet pratiquement de faire un diagnostic. Par exemple, dans la dépression, les patients majoritairement utilisent l'imparfait, plus que parfait, le passé simple, le passé composé. Et alors le pire de pire, c'est le conditionnel passé. Ah, j'aurais pu. Ah, j'aurais dû. Ce qui fait que très souvent, lorsque j'ai une très bonne relation avec mes patients, je leur dis, un gage, chaque fois, je vous prendrai à parler à l'imparfait, au passé simple, et 2 gages, chaque fois que vous parlerez au conditionnel passé. Ça les amuse beaucoup, mais au bout d'un moment, il y a une espèce de prise de conscience, et ils font assez gaffe à parler plus au présent. Au futur, il ne faut pas y penser, que déprimer, c'est pas possible. Mais de temps en temps, ils arrivent au bout d'un moment à parler un petit peu plus au présent, si le traitement marche bien. Et ça, évidemment, ça amène à des notions plus fondamentales, à savoir que tout déprimé se sent ralenti, il est scotché physiquement, il a l'impression d'être englué. Les phénoménologistes parlaient du vécu de l'aquarium, c'est-à-dire que quand je suis déprimé, j'évolue, l'air il est plus visqueux, c'est comme de l'eau, et donc je suis obligé de lutter contre cet air pour pouvoir me mouvoir. Et puis j'ai une espèce de vitre invisible qui me sépare du monde environnant et je vois des gens qui vont à toute allure à l'extérieur. Ce vécu de ralentissement du déprimé est une des choses les plus pénibles pour eux. Et puis il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, ça c'est un débat, à savoir que génétiquement nous sommes programmés pour être du matin, et quand je suis du matin, je suis tout de suite opérationnel, j'ouvre les yeux, moi qui suis pathologiquement du matin, comme 15% de la population, j'ouvre les yeux, je suis devant mon ordinateur et j'écris pendant 2 heures, de 5h30 à 7h30. Et comme tous les sujets du matin, je suis chronorigide, c'est-à-dire si je fais une grasse matinée, je me lève à 6h du matin, je suis dans le quota la moitié de la journée parce que je ne supporte pas le retard de phase, le décalage, et je ne vous parle même pas du décalage horaire qui pour moi est une horreur. Et même, je vais vous faire un aveu, mais quand j'étais interne, je me suis tout de suite fait élire doyen des internes en leur expliquant que c'était tellement de travail que j'étais dispensé de garde, parce que je savais qu'il me fallait 8 à 15 jours chaque fois que je faisais une garde et je ne dormais pas de la nuit. Donc je suis chrono-rigide. Et je suis pathologiquement ponctuel. Parce qu'il y a un lien génétique entre la ponctualité et le fait d'être du matin. Alors les sujets du soir, eh bien ils sont... Je ne vais pas les approcher pendant 1 heure ou 2 heures après leur réveil. C'est pas prudent. De toute façon, on ne fait rien. Mais ils sont chronoflexibles, ils peuvent faire la fête. Ils n'arrivent pas à démarrer le matin. Donc quand vous avez un sujet, si madame est du matin hyper ponctuelle et monsieur est du soir, madame crise parce que le matin, il faut partir, aux conférences de commence à tout, ça n'avance pas, on n'arrive pas à se lever, on n'est pas prêt, et c'est très compliqué. Donc, le sujet du soir, il n'arrive pas à démarrer, il est chronoflexible, il fait les 3-8, et il est tout en retard. Et on pourrait voir d'ailleurs très facilement, parmi tous les conférenciers en 4 jours, qui est du matin et qui est du soir, qui est ponctuel et qui ne l'est pas. Donc Philippe, par exemple, il doit avoir un petit côté du matin parce qu'il a été nickel pro. Évidemment qu'il a été un peu aidé. Ça s'est bien passé quand même.
Donc cette ponctualité, cette chronorigidité ou cette chronoflexibilité est importante. Et dans une étude dans Psychosomatic Research que j'avais publié il y a quelques années, j'ai pu montrer que beaucoup de sujets qui développaient une dépression étaient des sujets qui génétiquement étaient du matin, mais qui pour une raison X, la retraite par exemple, se comportaient comme des sujets du soir, se levaient plus tard, faisaient un retard de phase, déprimaient. Et c'est une des raisons que j'invoque pour expliquer la dépression et la mortalité au cours de la première année de la retraite. Et moi je connaissais des gens, je me rappelle un médecin qui était un grand sportif. Et tous les matins, à 6 heures, il se levait et il faisait 1 heure de vélo. Tous les matins à 6 heures, il a fait une grippe. Et bien, au bout de 15 jours, il était hospitalisé dans la clinique parce qu'il ne supportait pas. On l'a remis à l'heure, pas donné de médicaments, on l'a remis à l'heure, photothérapie, mélatonine le soir, lever le matin, très sportif. Il s'en est remis très vite. 2 ans après, il est revenu parce qu'il était tombé de son vélo, il s'était fait une entorse. Rebelote, alité pendant 1 mois, il s'est retrouvé à la clinique, et là, ça a été encore plus compliqué de le synchroniser. Donc on voit que cette typologie du matin ou du soir permet de savoir pourquoi un sujet déprimé, il a parlé à l'imparfait, et pourquoi un sujet déprimé, son temps va être très ralenti, et qui va être pas ponctuel, alors que normalement il l'est. Et donc souvent je l'explique, je ne sais pas s'il y a des DRH dans la salle, mais imaginons que vous vouliez recruter une hôtesse de l'air, un Georges Clooney en urgence. S'il arrive pile à l'heure, vous ne le prenez pas parce que vous êtes sûr qu'il va tomber malade s'il va travailler de nuit. S'il arrive à la bourre, alors c'est un rendez-vous d'embauche, et qu'il arrive à la bourre, prenez-le parce que vous êtes sûr qu'il va s'adapter. Les médecins du travail savent qu'un sujet du matin qui travaille entre 8 ou de nuit va tomber malade dans les 5 ans. C'est réglé comme du papier à musique. Alors le futur, évidemment, dans l'humanité, c'est un peu compliqué. Là, je paraphrase un petit peu Vincent Courtillot, parce que c'est ça, notre futur, finalement, c'est un peu difficile. On sait que notre histoire à tous va mal finir, individuellement et collectivement. Et ça, et bien entendu, quand on rajeunit au futur, c'est qu'on est quand même particulièrement sûr. Alors je reviens à mes animaux. Est-ce que les animaux pourraient avoir une conscience de la mort qui pourrait les rendre anxieux? Et là, on a des modèles animaux assez intéressants. Alors, Al Fraser, le Mr. Livingstone, en effet, il avait décrit le premier des cimetières des éléphants, qui sont un fantasme romantique du XIXe siècle, que les Africains aimaient beaucoup véhiculer. Mais en réalité, il y a en effet des endroits où il y a des ossements d'éléphants, qui sont souvent près des points d'eau, bien entendu. Mais ce qui a été observé quand même, c'est que lorsque une matriarche, parce que c'est des animaux qui ont un cerveau 10 fois plus gros que l'autre, contrairement à ce qui a été dit hier, je pense qu'ils sont effectivement 10 fois plus intelligents que nous. Et ces animaux qui sont des de sagesse, la preuve c'est que c'est les femmes qui dirigent chez eux, eh bien, si la chef du troupeau commence à être très vieille, à être malade, on voit toutes les autres femelles, parce que les maîtres qui sont tout seuls dans la forêt, ils sont là juste pour faire leur boulot de reproducteur et on les vit, eh bien, les autres vont l'épauler, vont la soutenir jusqu'au dernier moment, vont la nourrir, et une fois que la matriarche est morte, il y aura un simulacre d'enterrement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des feuilles, des branchages, des débris, ils vont recouvrir le corps avec ces branchages, puis ils vont faire un cercle, plusieurs fois, une espèce de ronde, autour du cadavre recouvert de la matriarche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des animaux qui sont migrateurs, c'est-à-dire qui partent là où il y a de l'eau, puis ils reviennent. Et chaque fois que lors de leur longue pérégrination, ils reviennent vers le lieu de la mort, de la matriarche, le troupeau reconnaît les ossements de la matriarche, rassemble les ossements s'ils ont été dispersés, et ensuite recommence à faire un cercle tout autour de ce cimetière des éléphants, jamais de cimetière d'éléphants au masculin. Et autre comportement funéraire chez les animaux, donc qui ont bien conscience de la mort pour les plus évolués d'entre eux, et bien chez les chimpanzés, j'ai vu les vidéos, c'est assez fascinant. Là encore, c'est pas un animal matriarcal, il est patriarcal, contrairement au bonobo, donc il est très agressif, il est comme nous, un chimpanzé, il fait des guerres, il fait des génocides, on a vu des
tribus entières de chimpanzés exterminées par les chimpanzés rivaux. On a vu également des rapts, des viols, des tortures. Enfin, ils sont comme nous, exactement. Eh bien, lorsque une femelle dominante chimpanzé est sur le point de mourir, ces animaux qui sont extrêmement bavards et bruyants en temps normal se taisent, parfois pendant une semaine avant la mort. Lorsque le moment ultime arrive, seule la fille aînée a le droit de rester auprès de la mère. Toute la tribu s'éloigne, ne dit rien, et pendant toute la nuit, après la mort, la fille va veiller sa mère. Après, la tribu revient, va faire une espèce de simulacre de veillée funèbre aussi, et enfin la troupe s'éloigne et évite en général soigneusement l'endroit de la mort de la mère. Donc on voit quand même que la mort, ça a du sens dans le règne animal, qui sont quand même capables d'avoir une certaine prescience de la mort. En revanche, qu'ils aient peur de mourir, c'est peut-être pas possible. Alors là, c'est complètement projectif et anthropomorphique ce que je vais dire, mais à la maison, on a toujours eu des chiens et des chiennes, et j'ai remarqué que lorsque le moment arrive où le vétérinaire va lui faire la piqûre fatale, le regard du chien n'est pas celui habituel, il y a un regard tragique, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà observé. On sent quand même qu'il y a quelque chose, et là, j'ai envie de dire, c'est important d'être à côté. Alors, vous l'avez compris, les anxieux sont des gens qui parlent au futur. Qu'est-ce qui va me tomber sur la figure de main, Astérix, le ciel va me tomber sur la terre. C'est ça le discours de l'anxieux. Quand on est anxieux, on pense au lendemain qui déchante. Et je pense que le plus bel, alors oui, un petit mot quand même sur le temps de la psychose, pour vous dire qu'il n'y a pas de temps dans la psychose, c'est-à-dire qu'ils sont hors du temps, ils peuvent arriver à l'heure, la veille, le lendemain, un an après. On est dans un temps tout à fait différent dans la psychose, donc c'est difficile quand même de parler d'une conjugaison chez le psychotique. Évidemment, je caricature le trait. Donc, je suis désolé, mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est l'angoisse du futur. Celui qui a fait la plus belle phrase à ce sujet, c'est Blaise Pascal. Blaise Pascal est un auteur très intéressant parce qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. J'avais écrit une nouvelle à son sujet, à la manière du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que Blaise Pascal était probablement le plus grand mathématicien de tous les temps. Quand il était tout petit, alors ses parents lui interdisaient de faire du calcul, et bien dans le grenier, en cachette, avec une craie, il avait retrouvé toutes les intégrales, toutes les équations. Un type complètement génial. Pas très dur en affaires, parce qu'il avait inventé le premier ordinateur de l'histoire qu'il avait appelé la Pascaline. Il pensait se faire une fortune, il nous vendait une fortune, et il n'en a pas vendu. Donc son entreprise, qui était officielle, il avait une entreprise Pascaline, n'a jamais fonctionné. Pascal, donc, génie des mathématiques, souffrant d'une maladie de Pote, donc il avait des béquilles et il souffrait le martyre en permanence. La maladie de Pote, c'est une tuberculose osseuse. Et un jour, ça c'est lui qui l'a écrit, donc ses premières mains, il est dans un carrosse, il va pour traverser le pont de Neuilly, accident de carrosse, je vois la mort de près. Le lendemain, vous entendez bien, le lendemain, Pascal abandonne définitivement les maths, et qu'est-ce qu'il devient? Un philosophe, mais un philosophe, on va dire, étant faible, spirituel ou spiritualiste, c'est-à-dire qu'il devient janséniste, il va à Port-Royal et il mène une vie d'ascèse et d'angoisse. Et on sent bien que pour Pascal, la lutte contre cette mort, le mufle de la Camargue qu'il a vu de si près, il n'y avait qu'une seule façon de faire, c'était on abandonne ces choses aussi prosélytes que les mathématiques fondamentales et on fait de la philosophie, on pense à Dieu et on pense donc à ce qui pourrait adoucir l'angoisse du futur. Alors tout ça, maintenant vous avez compris que l'excès d'imparfait peut mener à la dépression, l'excès de futur peut mener à l'angoisse. Au fond, le présent, à quoi il sert? Est-ce que le bonheur peut être complet pour un bipède humain de base? Alors je crois qu'il y a plusieurs conditions dans lesquelles on peut être totalement heureux. Un nouveau-né, un nourrisson,
nourrisson, un bébé, lorsqu'il est repu au sec, au sec et dans les bras de sa maman ou de son papa, on peut dire qu'il est parfaitement heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de passé, pas de souvenir, il n'a pas de futur, il ne peut pas imaginer le futur. De même, un patient qui a une maladie d'Alzheimer, qui est au sec, qui est au repu, et qui est entouré d'un entourage affectueux, il a beaucoup d'affection, un patient Alzheimer, et je l'affirme, peut être pleinement heureux. Et alors nous, vous allez dire, nous qui ne sommes plus des nourrissons et qui ne sommes pas encore Alzheimer, est-ce que nous pouvons être totalement heureux? Ben non, parce que même si j'adore être avec vous, étant un peu cabotin, je trouve ça génial d'être avec vous, vous m'écoutez tous, j'adore Paul, j'adore toute son équipe, je suis vachement content d'être ici, mais quand même il y a un petit coin de ma tête qui me dit que dans ma vie, quand même, j'ai eu quelques emmerdements, ça m'est arrivé. Et puis je sais que dans l'avenir, il va se passer des choses, puis que cette histoire, vous savez, la vie est une maladie sexuellement transmissible qui se termine par la mort, eh bien, un jour, ça va se terminer. Donc je ne peux pas être totalement, complètement, pleinement heureux, parce que j'ai une mémoire de mon passé. Ça déprime un peu, même la nostalgie, c'est quand même pas forcément totalement agréable. Et puis je sais que je vais vers de très sévères ennuis, dépendance. Et même si j'emploie un magicien, même s'il m'augmente, s'il me reconstruit, ben, ça va mal se finir cette histoire, forcément. Donc je ne peux pas être totalement heureux. Alors puisque je ne peux pas être totalement heureux, comment je peux lutter contre cette angoisse du futur? Quels sont les moyens? Alors je crois que le premier moyen, tout le monde l'a expérimenté aujourd'hui pendant ces 15 jours, c'est l'humour. C'est-à-dire que si j'apprivoise le futur, que je le renvoie dans le passé, je suis sauvé. Je ne peux pas mourir, puisque chaque fois que je vais dans l'avenir, même si je suis assez âgé comme ce monsieur, je suis reprojeté dans le passé. En plus, c'est super rigolo comme film. Et donc, mon angoisse de mort, mon angoisse du futur, elle ne peut pas marcher. C'est l'humour. Et donc, je pense que l'humour est probablement le médicament le plus puissant dont on dispose en psychiatrie. Il n'est pas très souvent utilisé parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les psychiatres, à part ceux d'ici, ne sont quand même pas spécialement marrants. C'est des gens qui se prennent très souvent très au sérieux. Et pourtant, l'humour, ça marche. Je sais que dans une des cliniques que j'ai montées à Lyon, qui a un département dédié au TOC, les TOC, souvent, c'est des gens pas très marrants parce qu'ils répètent, ils vérifient, et tout. Et il y a une psychiatre qui est une tociatre, qui les fait hurler de rire parce qu'elle fait des jeux de rôle avec un accent de Mado-Gladissoise et ça marche très bien et ces gens-là vont très très bien. Autrement, un autre moyen, c'est la spiritualité, c'est la religion, ça peut être la sortie du corps, donc les états de conscience modifiés, mais c'est quand même la religion qui a été le plus utilisée depuis tout temps par l'humanité pour lustrer contre cette angoisse du futur, du fait que qu'est-ce qui va se passer dans quelques dizaines d'années si je suis optimiste. La première religion, ça a été le communisme. Là, je parle des 4 grandes religions monothéistes. Donc le communisme, mais ils ont fait une erreur de marketing absolument majeure parce qu'ils ont promis le bonheur, mais c'est vérifiable, parce que c'est sur Terre, c'est pas après la mort. Et donc forcément, au bout de 2, 3, 4 générations, ça ne pouvait pas marcher, puisque je peux vérifier que le paradis communiste, c'est un peu moyen, ça ne marche pas si bien que ça, ou alors il faut que je déménage en Corée du Nord, où là, apparemment, tout le monde est heureux. Donc c'était une erreur de marketing. Pour qu'une religion fonctionne, il faut que le paradis soit post-mortem, c'est-à-dire invérifiable. Après, les 4 principales religions que j'ai citées, je n'ai pas trouvé de logo pour l'hindouisme, qui est pourtant, je crois, la 3e religion du monde, eh bien, elles promettent tous un bonheur ineffable, des paradis divers et variés, qui nous permettent de savoir ce qu'on deviendra dans l'autre monde si on s'est bien comporté dans la vie. Quand, vous savez, Sartre, l'enfer c'est les autres, donc les autres qui vont aller en enfer, je m'en fous, c'est pas moi quand même, puisque moi je suis bien, je suis très éthique, je suis très moral, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, donc je vais sûrement aller au ciel, mais mes ennemis, tout
tous les gens qui n'aiment pas, ils vont alors en enfer, donc c'est très très pratique. Il y a ceux qui vont avoir des anges et des musiques célestes, ou des gourris selon sa religion, et puis ceux qui vont rôtir éternellement avec des diablotins qui leur piquent les fesses. Donc je pense que la deuxième manière universelle de lutter contre l'angoisse du futur, c'est bien la religion. Alors, je pense que c'est venu très tôt. Pour moi, la naissance de l'idée de paradis, elle vient de ce qu'on appelle les near-death experience. C'est-à-dire, vous savez, les gens qui ont fait des combats profonds et qui ont tous ce beau tunnel magnifique avec une lumière au fond, et ils avancent et il y a un être de lumière avec une musique céleste qui les attend. Et je pense qu'il y a eu un Cro-Magnon de nos ancêtres qui a pris un coup de massue sur la tête, qui a fait une near-death experience, qui a vu le paradis, bon, il s'est réveillé, il est revenu, il a dû raconter à tous ses copains ce qu'il avait vu. Je pense que c'est ça la naissance de la religion, du moins du paradis. Peut-être que j'en choque certains d'entre vous. Et puis la troisième manière, et bien c'est ce dont nous a si bien parlé Pierre ce matin. Je suis désolé pour ce jeu de mots de potage, mais je n'ai jamais pu résister à un robot. Et le fait que, en effet, pour apprivoiser le futur, il faut le prédire. Parce que si je sais ce qui va m'arriver demain, j'ai vraiment à la trouille, même si, sauf si c'est le ciel, parce que là je ne peux pas faire grand-chose. Mais si je sais que demain, je risque de me faire écraser, je ne vais pas sortir de chez moi, comme ça je ne vais pas être écrasé. Pourquoi la pitié vient en mon temps? Pour une raison très très simple, c'est que je suis tombé hier en lisant un bouquin qui se passe, qui traite de l'Empire romain sous Tibère, et on montre que sous Tibère, il y a eu un grand scandale, parce que la Pythie de Delphes, que tu connais très bien, donc tu es un tout, pardon, j'allais dire qu'il en était amoureux, mais c'est pas vrai, c'est virtuel, ça compte pas. Et donc, que la Pythie de Delphes était manipulée par un sénateur romain de manière à ce qu'elle dise ce qu'il lui avait dicté, et la Pythie était soudoyée par le sénateur romain. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ça n'a pas changé les mœurs politiques, et que ce qu'on faisait il y a 2000 ans, puisque Tibère c'était la naissance, c'est un contemporain de la crucifixion, et bien sous Tibère, la manipulation des médias était exactement la même qu'aujourd'hui, avec les liens bien connus entre les politiques et les journalistes. Et donc aujourd'hui, on n'a plus réellement de pitié, on n'a plus de civils non plus, en tout cas, sauf que j'ai appris ça à Palma de Mallorca. En revanche, on recourt aux oracles. Et combien de gens ne croient absolument pas à l'astrologie, mais tous les matins disent quand même leur horoscope, c'est ce qu'on sait jamais. Ça, c'est très très bon. Désolé de vous décevoir, j'ai fait une étude sur l'astrologie et ça ne marche pas. Le protocole était très simple. J'avais repéré une dame très respectable, femme en plus de mon directeur général, j'étais très poli avec elle, qui était une professeure d'astrologie. Elle me disait, moi je ne crois pas à l'astrologie prédictive, mais je crois à l'astrologie descriptive. C'est-à-dire qu'en fonction de son signe et de ses ascendants, on est capable de décrire quelqu'un. C'est simple, on va essayer de le prouver ensemble, parce qu'on ne croit pas. Depuis Babylone, on y croit, peut-être qu'il y a un fondement. Donc, on a tiré au sort 50 patients déprimés, hospitalisés. Et puis, on a pris 50 soignants qui n'avaient jamais été déprimés de leur vie. Jamais. Qui étaient matchés au point de vue sexe et au point de vue âge, grosso modo. On les a mélangés et on a donné à la brave dame qui a dit, il n'y a rien de plus simple. Reconnaître un déprimé et un sujet sain, il n'y a pas plus simple. Elle a acheté un ordinateur à l'époque, elle a appris les statistiques, et je lui ai remontré ses résultats aux statisticiens, ils disaient c'est impossible. On n'a jamais vu dans une étude une erreur exactement à 50%. C'était pas 51 à 49, c'est-à-dire qu'elle se trompait exactement une fois sur deux. Et maintenant, elle est devenue professeure de macramé. C'est vrai. Ce qui montre qu'elle a été très honnête, cette femme, et qu'elle a tiré les conséquences, parce que c'était quand même son fonds de commerce. Donc, l'astrologie, ça ne marche pas. La météo, je trouve que ça marche quand même de mieux en mieux. Ça commence à fonctionner. Avant, c'était un réel de dire ça ne marche pas, mais maintenant, ça marche de mieux en mieux. Et puis, les plus mauvais d'entre tous, ceux qui se trompent vraiment à tous les coups, c'est les prévisionnistes économiques. Parce que si ça marchait, ce serait, je pense, une faillite mondiale, parce qu'on saurait exactement où il faut investir, ce qu'il faudrait faire. Donc, il n'y a pas plus nul comme prévisionnistes que les économistes. Enfin, ils ont sûrement d'autres qualités, même si je ne les connais pas. Donc, je crois que je vous ai convaincu.
vous m'avez écouté, je pense que vous étiez tous au présent. Mais le bonheur, il est là. Je vous remercie. Que je suis fondateur, je suis confiant. Merci beaucoup. C'est terminé, Daniel? C'est terminé, là? Il y a encore... Oui. C'est le crochet avec des trous au milieu. Des voilages anciennes mode. Je te l'ai envoyé pourtant. Je te l'ai envoyé, oui, il me semble bien. Nous accueillons Excusez-moi. À différents degrés. Et c'est cool. Dans le brouillard. Celui qui cherche la lumière, voilà. Je crois que sur la... Oui. Celui qui arrive à l'œuvre, c'est pas le jaunissement du bicarbonate naturel, c'est vraiment le jaunissement d'un verre. Regarde la différence. Tous les deux, quand on tourne la tête, tu verras. C'est pas un jaunissement qui est très galbé. Oui, il se protège aussi. Très basse esprit. T'as vu là le poisson rouge? Non, moi qui fais de l'aquarium. Ah oui, j'adore. C'est un peu tard. Est-ce que demain? laisse la parole à Maurice. Alors, l'idée que je vous propose, c'est qu'on va réfléchir à l'anticipation du passé. Parce que, logiquement, l'anticipation de l'avenir, on arrive à le comprendre, et ce que je vous propose, c'est que le passé, la mémoire, ça n'est pas le retour du passé, c'est l'anticipation du passé. C'est-à-dire qu'on va chercher dans sa mémoire des images, des mots, des scénarios, des événements qui nous permettent de faire une représentation de soi, de ce qui nous est arrivé, et qui en fait est un acte intentionnel de construction de sa mémoire. La mémoire ne revient pas, c'est nous qui allons la chercher pour en faire un récit. Alors, lorsque la mémoire est saine, on voit qu'elle est évolutive. C'est-à-dire que, c'est ce que je vais proposer pendant cet exposé, c'est que nos rencontres, nos lectures, les changements de récits collectifs modifient notre mémoire intime. La manière dont j'entends parler de ce qui m'est arrivé, la manière dont j'entends parler
de ce que les films racontent de ce qui m'est arrivé, de ce que les journaux racontent de ce qui m'est arrivé, participe à ma mémoire intime. Donc la mémoire, c'est vraiment pas le retour du passé. Alors ce qui permet sur le plan neurologique de défendre cette idée, puisque hier et aujourd'hui nous avons encore beaucoup de références neurologiques, puisque le cerveau, on en parle, c'est la vedette actuelle, eh bien il y a une expérimentation tragique, c'est la lobotomie. Je fais partie d'une génération où il y avait 12 000 lobotomies d'accidents de voiture par an, avant la limitation de vitesse et la ceinture. Et sur ces 12 000 lobotomies, il y avait à peu près, sur 12 000 accidents de voiture, il y avait à peu près 3 000 lobotomies par an en France. Les gens tapaient le front sur le pare-brise et il y avait une bouillie cérébrale et il n'y avait pas de scanner, mais on faisait des encéphalographies gazeuses à cette époque-là, on enlevait le liquide céphalorachidien et on voyait la forme du cerveau et on voyait que ces gens-là n'avaient plus de lobes préfrontaux, ils étaient lobotomisés. Et donc les voitures faisaient ça. Aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres, logiquement ils sont inférieurs, mais ça permettait de dire que ces gens-là ont-ils une mémoire parce que les deux lobes préfrontaux, c'est le socle neurologique qui permet d'anticiper. Or, ces gens-là, n'ayant plus de lobes préfrontaux à cause d'un accident de voiture, n'anticipaient pas. Et ils étaient heureux, comme Patrick Lemoine nous l'avait montré, quand on vit au présent, on est heureux. Donc, si vous voulez être heureux, faites-vous lobotomiser. C'est-à-dire que il y a des cultures qui proposent ça. Il y a des cultures qui proposent les lobotomies, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on passe son temps à réciter des slogans, et les gens sont heureux en ne pensant plus, parce que la pensée, il faut lire, il faut rencontrer, il faut hésiter, c'est fatigant. Alors que la lobotomie, c'est euphorisant, plus de problème. Alors, si vous voulez apprendre à faire des lobotomies, Pierre Lemarquis sait les faire, et il fera des travaux pratiques tout à l'heure. C'est très facile à faire, sans anesthésie. Donc, on entre une aiguille à tricoter par le creux susorbitaire. Là, ici, il y a une petite échancrure que vous pouvez sentir en palpant. Et vous mettez une aiguille à tricoter dans cette échancrure. Vous arrivez à la face inférieure de la lame de l'ethmoïde. Vous forcez un tout petit peu, mais c'est une lame spongieuse, donc vous ne forcez pas beaucoup. Vous arrivez à la face inférieure du lobe préfrontal, vous agitez l'aiguille et les gens sont heureux. Donc, ça veut dire que quand on avait des lobotomies, ça nous permettait, ce que j'ai fait souvent, monsieur, madame, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge? Oui. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Oui. Est-ce que racontez-la? Pas de mots, parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher dans la mémoire les images, les mots, les séquences de scénarios qui permettront de faire un récit. Mais nous, alors à ce moment-là, je disais, mais le petit chaperon rouge, il prend son pot de beurre et il va le porter au chasseur. Ah non, dit le lobotomisé, il ne va pas le porter au chasseur, il le porte à la mère grand. Tiens, il a de la mémoire, mais il ne sait pas aller chercher dans sa mémoire des souvenirs qui permettent de faire un récit. Alors les chasseurs prennent le pot au lait et ils vont le vendre. Ah non, dit le lobotomisé, c'est pas ça du tout. Il a une mémoire parfaite, parce que les circuits de la mémoire ne sont pas altérés, mais comme ces deux lobes préfrontaux sont bousillés, il ne peut pas aller chercher dans son passé la mémoire, les mots, les événements qui permettront de faire un récit. Alors on a on voit que l'avantage de la mémoire, c'est que ça donne sens à ce qu'on perçoit. Et si on n'avait pas de mémoire, on vivrait dans un monde de stimulus-réponse, on n'aurait pas besoin de donner sens. Exemple, vous êtes jardinier, vous jardinez dans votre jardin,
Et puis, vous rentrez, c'est dimanche après-midi, et vous rentrez dans votre salon, et vous avez vos deux adolescents sur le fauteuil, sur le divan du salon, en train de regarder à la télévision, et vos adolescents sont horrifiés. Alors vous regardez l'écran, mais qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Un monsieur qui est en train de s'apprêter à boire une tasse de thé. Tiens, quelle drôle d'idée, pourquoi est-ce que vous êtes horrifiés? Et les adolescents répondent, c'est effrayant ce qui se passe. Et vous voyez quelqu'un qui a une tasse de thé. Et pourquoi c'est effrayant? Parce que moi, adolescent, j'ai le souvenir de ce qui s'est passé dans les séquences précédentes, et je sais que sa femme a mis du cyanure dans la tasse de thé. Donc je vois qu'il boit la tasse de thé, donc je sais qu'il va mourir. Alors que vous, qui êtes jardinier, vous n'avez rien dans votre mémoire, donc vous percevez le présent sans aucune connotation affective. Il boit une tasse de thé. Voilà, c'est pas. Alors que vos adolescents, la tasse de thé, elle contient un mystère tragique. S'il boit la tasse de thé, je sais que sa femme a mis du cyanure, donc je sais qu'il va mourir. On est toujours dans l'anticipation. Alors, on a donc on est toujours dans l'anticipation. Mais ça veut dire que le fait d'avoir une mémoire permet d'attribuer un sens à ce qu'on perçoit. Donc nous, l'être humain, on vit fortement dans un monde de sens, même si, comme Patrick Lemoine l'a montré, les animaux commencent à mettre une papate dans le symbole, une papate dans le sens, ce n'est pas des machines, c'est déjà des êtres vivants qui traitent des informations, qui les agencent pour en faire une représentation. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent aller jusqu'à un pressentiment de la mort, et comme l'a dit Patrick tout à l'heure, il y a des rituels de deuil chez les éléphants. Je ne sais pas s'il y a des rituels de deuil chez les singes, mais en tout cas, ils sont fortement bouleversés quand ils perdent quelqu'un de leur tribu, de leur clan, et ils restent bouleversés. On a Franz Leval qui parfois 2 à 3 semaines, ils n'accueillent plus quand l'animalier arrive pour leur apporter à manger, ils restent dans leur coin, on dirait qu'ils font un deuil, et tout doucement ils se remettent à vivre. Mais nous, être de mémoire, on donne sens à ce qui se perçoit, ça se qu'on perçoit, mais comme je l'ai montré dans la photo précédente, on est obligé aussi, quand on a une mémoire saine, elle évolue au gré de nos rencontres, de nos réflexions, de nos lectures, des films, des voyages, elle évolue au gré de la culture. Alors là, c'est un test de Denis Hofer. Et on a refait ce travail à Toulon avec Michel Delage. Alors, Denis Hofer prend une population de 77 adolescents âgés en moyenne de 14 ans. Et puis, il leur pose 50 questions. Il garde les questions, il garde les adresses, et quand ces adolescents sont âgés de 48 ans, il en retrouve 67 sur les 77, et il leur repose les 50 mêmes questions. Les gens ont oublié, mais lui, il a gardé les réponses. Et il compare les réponses données quand ils avaient 14 ans et les réponses données quand ils étaient âgés de 48 ans. Alors j'en ai isolé 3 sur les 50. Est-ce que vous vous ennuyez à l'école? À l'âge de 14 ans, 28% répondent « je m'ennuie à l'école ». La même question à l'âge de 58 ans, à l'âge de 48 ans, ils sont 58% à dire « qu'est-ce que je me suis ennuyé à l'école ». Ils ont évolué. Et quand, après l'école, la vie devient plus marrante, donc on rencontre, on travaille, on a du stress, des victoires, des échecs, mais on est vivant. Alors qu'à l'école, on s'ennuie beaucoup. C'est déjà remédié. Deuxième question que j'ai isolée, est-ce que vous sentez que vous êtes populaire? À l'âge de 14 ans, un adolescent sur 4 répond « oui, j'ai beaucoup de copains, je suis très populaire ». 75% répondent « je n'ai pas beaucoup de copains ».
La même question à l'âge de 48 ans, 53% disent c'est fou ce que j'étais populaire, j'avais plein de copains, les femmes étaient folles de moi, j'avais un succès énorme. La mémoire est complètement relative. Quand Denis Offert a fait ce travail, il y avait encore des châtiments corporels, vous vous rappelez, qui étaient autorisés dans les lycées. Vous vous rappelez le théorème de Pythagore? T'as compris? Non. Mettez les mains comme ça, alors mettez les doigts comme ça, et on recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, on comprenait le théorème de Pythagore. Alors, c'est des méthodes pédagogiques qui ont malheureusement disparu de l'enseignement, mais ça marchait très bien. Or là, est-ce que vous êtes humilié par ces châtiments corporels? À l'âge de 14 ans, 82% des adolescents disent « Je suis terriblement humilié qu'on me batte en public parce que j'ai échoué intellectuellement, ça m'humilie beaucoup. » À l'âge de 48 ans, ils ne sont plus que 30% à affirmer qu'ils étaient humiliés par les châtiments corporels à l'école, et ils disent bah, « Après j'en ai vu d'autres, hein, c'est rien tout ça, j'en ai vu d'autres. » C'est vrai qu'ils en ont vu d'autres, mais le fait d'en avoir vu d'autres a remanié la représentation de leur passé. Alors, on a fait un même travail avec Michel Delage à l'université à Toulon. Je prends la photo suivante. Et on montre une pile de photos avec une gamme, la joue couverte de sang et une grosse balafre. Et on a pour consigne de montrer les photos sans parler. On montre une autre série de photos avec un coquelicot sur un champ vert, on montre sans parler. On remontre les mêmes photos à une autre population, mais cette fois-ci en demandant aux gens de commenter les photos qu'ils voient. Dans la première, et on les revoit un mois après. Ceux qui n'ont pas parlé, vous vous rappelez les photos qu'on vous a montrées il y a un mois? Oh ben bien sûr, alors je m'en rappelle. Qu'est-ce qui est dans votre mémoire? Oh ben j'avais une femme qui était complètement défigurée, elle avait le nez cassé, la joue ouverte, c'était effrayant. Et est-ce qu'il y avait des images belles et reposantes? Peut-être, oui, je crois non. Peut-être, il y avait peut-être une fleur, je ne m'en rappelle pas très bien. On compare avec la population qui avait pour consigne de commenter les photos, un mois après, vous vous rappelez les photos? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Ben, il y avait une femme qui avait une coupure là, mais la coupure était propre, donc je pense qu'on va pouvoir faire une suture, il n'y aura pas de séquelles. Et est-ce qu'il y avait des images de beauté? Oh oui, il y avait des images magnifiques de champs de coquelicots sur la photo. Il y avait un coquelicot sur la photo. Ce qui veut dire que le fait de parler de ce qui vous est arrivé remanie la représentation de ce qui nous est arrivé. Donc on est vraiment dans la mémoire évolutive, mais là, le fait d'en parler, le fait d'entendre en parler par nos amis, par les films, par les médias, par notre culture, modifie notre propre représentation de ce qui s'est passé. Et avec Michel Delage, on a fait l'expérimentation suivante. Michel donne un cours à Toulon, et 10 minutes après le cours, on a demandé à un compère de provoquer un scandale. Alors, il est filmé, et 10 minutes après, le compère se lève et dit « Qu'est-ce que c'est que ce cours stupide? Je croyais venir à un cours de civilisation espagnole et je me retrouve avec un cours d'anthropologie débile » et il part en claquant la porte. Et Michel a pour consigne d'élever la voix pour empêcher les étudiants de parler entre eux, parce que si les étudiants avaient parlé, ils auraient ajouté une source de mémoire verbale à la source des images du scénario auquel ils avaient assisté. Donc Michel augmente la parole, les étudiants ne parlent pas, se mettent à gratter, et il finit son cours. Un mois après, vous vous rappelez, Isabelle Berthéreau fait passer un questionnaire. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à ce cours de Michel Delage? Oui, je me rappelle. Sur 50 étudiants, 3 affirment qu'il ne s'est rien passé. Donc on a la preuve
qu'ils étaient déjà en sommeil profond après 10 minutes de cours. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que le cours était agréable. Et parmi ceux qui répondent, c'est une majorité de filles, parce qu'en sciences humaines, il y a une forte majorité de femmes. Comment était-il habillé? Et alors là, incroyable affirmation. Il avait un blouson vert. Ah non, non, pas du tout. Il avait un pull vert noir. Ah non, 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 pas du tout. Il avait une chemisette. Il y en a même une qui a affirmé qu'il avait un casque de moto. Vous voyez, le gars qui vient prendre un cours de fac avec un casque de moto. Et donc voilà, donc, un mois après, et puis alors c'était évident, c'était comme ça, c'était pas autrement. C'est dans ma mémoire, c'est clair dans ma mémoire, c'est vrai, puisque je le revois comme ça, donc c'est vrai. Alors, donc ça veut dire que cette mémoire saine, elle se remanie. Et c'est plein de sources pratiques, ça explique la possibilité de psychothérapie, et ça explique la possibilité de se remettre d'un trauma, sauf si c'est un syndrome psychotraumatique, ou alors là, on est prisonnier du passé. Là, si ces gens sont laissés seuls, ils n'en parlent pas, ils ne peuvent pas en parler, ils n'entendent que ce qu'on dit autour d'eux, et je pense par exemple, après l'attentat de Charlie Hebdo, mon ami Wolinski a été assassiné, alors que je vous assure qu'il n'était ni anti-musulman ni anti-arabe, il a quand même été assassiné. Eh bien, j'ai rencontré des gens qui étaient là, dont un, dont j'ai oublié le nom, qui avait le bras fracassé, et qui me disait, c'est effrayant parce que non seulement j'ai été le bras massacré, non seulement mes amis ont été tués, mais j'entends dire, vous là, Charlie Hebdo, vous l'avez bien cherché. C'est-à-dire que je suis coupable de ce qui m'est arrivé. Ça rappelle ce qui s'est passé il y a une génération pour les femmes violées, à qui on répétait régulièrement, si vous avez été violée, c'est sûrement que vous l'avez provoqué. C'est-à-dire qu'elles sont victimes, elles sont victimes d'une agression, et elles entendent dire qu'elles ne sont pas victimes du tout, elles sont victimes parce qu'elles sont coupables, c'est leur faute, c'est elles qui ont provoqué cette agression. Et là, les amis de Charlie Hebdo ont entendu cette phrase. Donc ils ne pouvaient pas élaborer, ils ne pouvaient que se taire, et alors là, ils étaient prisonniers du passé, pas de mémoire évolutive, c'est les mêmes images, les mêmes impressions, les mêmes mots qui reviennent, et même la nuit, ils en font des cauchemars, parce que le sommeil paradoxal est une manière d'activer le cerveau et de renforcer la mémoire. Et en plus de ça, donc il ne faisait que réviser, revoir l'horreur de ce qui leur était arrivé. Alors, on voit que cette manière, la mémoire nous donne sens. Et il faut, la douleur doit être sensée aussi. Quand la douleur est insensée, c'est un peu l'analogue du syndrome psychotraumatique, on souffre réellement, physiquement, beaucoup plus. Mais quand la douleur est sensée, on souffre moins. Les voies de la douleur sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que rien n'a changé dans la transmission des messages douloureux, la peau, le thermique, chimique, écrasement, mécanique, etc. C'est un cordon postérieur de la moelle, des fibres spécialisées qui ont un relais dans une grappe de raisin qui est à la base du cerveau, qui envoie des informations au cortex pariétal et à une partie antérieure du cerveau des émotions. Or, là, je viens de vous proposer l'idée que nos émotions sont remaniables si elles sont socialisées. Si on peut en parler, si on peut entendre en parler, nos émotions, même douloureuses, sont remaniables. Même réflexion pour la douleur, alors que les voies de la douleur sont les mêmes, une douleur sensée est beaucoup moins grave. Exemple, on prenait une ficelle à l'hôpital de Toulon, on prenait une ficelle et on demandait aux gens de couper ou de faire une croix pour évaluer l'intensité de la douleur après une fracture de jambe. Après une fracture de jambe. C'était une douleur insensée. Et un mois après, la douleur
rester à peu près à 4 sur 5 ou parfois même à 5 sur 5, si on avait fait une échelle de 5. Quand on a posé la même question aux femmes après un accouchement à la maternité de Toulon-la-Seine, elles avaient, au moment, elles maîtrisent beaucoup mieux les douleurs de l'accouchement, mais enfin c'est quand même une épreuve physique. Une heure après, on les interrogeait, elles avaient une douleur à 3, 4, parfois 5 sur 5. Une heure après, quand le mari et la famille étaient venus, on leur dit, vous vous rappelez l'accouchement? Ben tiens, si je me rappelle, essayez d'évaluer la douleur. C'était 3 ou 4 sur 5. Un mois après, c'était 2 sur 5. C'est-à-dire que quand la douleur est censée, la représentation de la manière d'éprouver la douleur est déjà modifiée à condition de pouvoir faire de la douleur une relation et une compréhension affective et sociale. Alors ici, on voit que quand la mémoire est traumatique, quand la mémoire est traumatique, on voit que les zones cérébrales activées par une mémoire traumatique ne sont pas du tout les mêmes que les zones cérébrales activées par une mémoire saine. C'est-à-dire qu'on peut activer des zones cérébrales par une relation de confiance. Je lui fais confiance, elle va trouver une solution. Je me sens bien avec lui, avec elle, on va trouver une solution. Ce n'est pas les mêmes zones du circuit limbique qui fonctionnent. Quand on parle, c'est pour expliquer ce qui nous est arrivé, même si c'est une illusion, cette illusion est thérapeutique. On va chercher, j'ai compris ce qui m'est arrivé. Tu parles, j'ai compris. J'ai compris ce que j'ai compris. Est-ce que ce que j'ai compris, est-ce que c'est la vérité? Alors ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Donc il y a une illusion. Et cette rétrospective et cette illusion est thérapeutique. Et j'ai compris, en travaillant avec lui, avec elle, je me sentais en confiance avec lui et avec elle, j'ai remanié la représentation de ce qui m'est arrivé, le trauma, la tragédie qui m'est arrivée, j'ai pu lui donner un sens, j'en souffre moins. Mais j'en souffre moins parce que je l'ai élaboré avec quelqu'une qui m'inspirait confiance. J'étais en sécurité auprès de lui, auprès d'elle, donc j'allais chercher dans mon passé, et j'ai fait un travail de représentation, de récit que j'ai partagé. Et on voit que ce n'est pas du tout les mêmes zones cérébrales qui fonctionnent, et que le plus sûr moyen de rendre les gens prisonniers du passé, c'est de les laisser seuls. Alors, je pense à la mentalité, il y a des gens dans la salle qui m'en ont parlé tout à l'heure, que ce soit des gens qui ont eu un mort parmi leurs proches, ou un mutilé parmi leurs proches, ou même tout simplement qui ont été bouleversés parce qu'ils connaissent, parce que ça s'est passé sur un endroit où vous allez faire un jogging tous les matins, où vous allez voir, ça les touche. Donc c'est une émotion traumatisante. S'ils peuvent l'élaborer, en faire une représentation partageable, agir sur les médias pour demander aux médias de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas héroïser les assassins, j'ai bien dit, de ne pas héroïser les assassins, à ce moment-là, on peut, le coup dans le réel, on l'a reçu, et l'histoire l'a reçu, hein, mais le coup dans la mémoire, dans la représentation du réel, on peut en maîtriser une partie et se remettre à vivre. Et les zones cérébrales qui répondent à ce processus ne sont pas les mêmes. Alors on voit que cette prison du passé n'est pas évolutive. Mais ça veut dire aussi que tous les événements qui nous entourent depuis notre existence, on ne met presque rien en conscience. On est tous ici en train de traiter des informations, notre corps, notre cerveau traite des informations qui nous permettent de ne pas être écrasés sur le sol par l'attraction terrestre. Au point de vue énergie, ça nous consomme beaucoup d'énergie. Qui en prend conscience? Personne. Notre corps et notre cerveau résolvent tous les problèmes.
Ce qui veut dire qu'il y a des traces dans notre mémoire, des traces dont on n'a aucun souvenir. Et pourtant, notre corps et notre cerveau ont appris à traiter ces informations. Le bébé, hier soir, qui a fait sa première surboule, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un bébé de 4 ou 5 mois qui dansait parce qu'il y avait 4 ou 5 femmes autour de lui qui étaient en train d'affoler le bébé en dansant. Il avait très bien compris, il dansait avec ses dames, c'est une trace cérébrale. Désormais, il devient sensible à la musique qu'il a entendue et à coup sûr, il n'aura aucun souvenir de cet événement. Et il aura, alors qu'il y a une mémoire, mais c'est une mémoire sans souvenir, la mémoire implicite, c'est-à-dire il a acquis une manière d'affronter ce problème, il n'en a aucun souvenir. Alors Freud disait, si on a une amnésie enfantine, c'est parce que les bébés refoulent leur désir incestueux pour leur mère. Alors, je ne sais pas si c'est pertinent, il y a des gens qui sont un peu étonnés, mais je pense en fait que l'explication neurologique de cette amnésie infantile, c'est qu'il y a un bouillonnement synaptique énorme au cours des premières années de notre vie, 200 000 connexions synaptiques par minute pendant les premières années de notre vie, jusqu'au moment où on arrive à la parole. Donc à ce moment-là, on acquiert des informations, on apprend, il y a plein de traces cérébrales qui se font, on n'en a aucun souvenir. Et voilà ici un exemple de traces cérébrales. Trevarten à Marseille, au CNRS, a été le premier, je crois, à montrer que les bébés ne sont pas des récipients passifs et qu'ils sont déjà co-auteurs de l'interaction. Hier soir, le bébé en dansant sollicitait les femmes qui dansaient autour de lui et tout le monde était content. Le bébé, les femmes et nous, parce qu'on regardait un petit événement très amusant et charmant. Tout le monde était content. Mais quand il y a un malheur, ça laisse aussi un malheur préverbal. Ça laisse aussi une trace dans le cerveau dont on n'a pas de souvenir à cause de l'amnésie enfantine. Et alors la Tronic a repris l'expérience de Trevarten et on voit que la mère, dans un premier temps, a pour consigne d'interagir avec son bébé et on voit des synchronies mimo-gestuelles. Et puis, à un signal convenu, la mère a pour consigne d'arrêter de gestuer. Instantanément, quelques secondes, le bébé se jette en arrière parce qu'il n'y a plus d'altérité. Il n'est plus invité, non pas à la parole, il a carte droit et parle pas, mais il n'est plus invité à l'altérité, aux interactions, au sourire, au babil. Donc, il vit dans un monde très désorganisé, très désorienté, et il se jette en arrière, et si l'isolement dure trop longtemps, on voit qu'il s'auto-agresse. Et bien sûr, à ce moment-là, la mère interrompt l'observation, le bébé se met il n'est pas bien, il a des indices de malaise. Il a des indices de malaise parce qu'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de réponse autour de lui, il n'y a pas de tuteur de développement. La mère, bien sûr, dès que le bébé manifeste des signes de malaise, elle arrête l'intervention, l'expérimentation, et regardez bien, il y a un rebond d'attachement. C'est-à-dire que le bébé est tellement content de retrouver sa mère qu'il se jette dans ses bras. Et il y a beaucoup de publications actuellement aux États-Unis sur la nécessité des séparations brèves mère-enfant, à condition que l'enfant ait acquis confiance en lui pour activer l'attachement. Et ça me rappelle une phrase de Sioran qui disait « Vous, les enfants bien élevés, vous m'écœurez avec votre bonheur. Je ne supporte pas votre bonheur triste. » Parce qu'effectivement, si la mère est toujours là, elle est due. Donc les bébés finissent par s'y habituer, s'y accoutumer. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont heureux. Pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont heureux, il faut que la mère, de temps en temps, se comporte comme une personne et se sépare de l'enfant
à condition que l'enfant sache, comprenne que maman n'est plus là, mais elle va revenir. Et à ce moment-là, on voit que les enfants, en attendant le retour de maman, eh bien, ils prennent un crayon, ils font un dessin, ils prennent un nounours, ils le frottent contre leur nez, ou prennent le foulard de maman, parce que le foulard de maman porte l'odeur de maman, donc maman est encore un peu présente, même si elle est partie, et l'enfant devient auteur, acteur de son propre développement. Donc, l'oubli donne forme à la mémoire. De toutes des milliards d'informations qu'on subit à l'instant, et surtout depuis notre naissance, on ne met presque rien en conscience. C'est ce qu'on appelle maintenant l'inconscient cognitif, qui, je crois, est différent de l'inconscient freudien. Quand j'avais été invité par Serge Legovici à Paris pour parler de l'inconscient, j'avais employé l'expression d'inconscient cognitif dans une assemblée de psychanalystes, et je me rappelle très bien avoir provoqué 3 crises de nerfs et 2 tentatives d'assassinat. C'est-à-dire que pour eux, c'était impensable. L'inconscient ne peut être que freudien. Alors, il est très différent. Dans l'inconscient cognitif, le bébé ne sait pas qu'il sait, il ne sait pas qu'il a appris, il y a des traces cérébrales dont il n'a pas conscience, alors que dans l'inconscient freudien, l'adulte ne supporte pas de savoir. Si je laisse venir ce souvenir à ma mémoire, je vais être anxieux, honteux, mélancolique, donc je vais m'arranger pour refouler. Donc les deux existent et ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Et c'est l'oubli qui donne forme à la mémoire, parce que si on devait tout mettre en souvenir, on serait confus. On aurait trop d'informations à traiter, on serait bombardé d'informations. Et c'est l'oubli qui donne forme à une image, à un mot. Et on voit ça notamment au cours des agressions, où on voit qu'au cours des agressions, on a une mémoire particulière, c'est-à-dire qu'on a une hyper-mémoire sur ce qui nous met en danger et une hypomémoire sur ce qui est autour du danger, parce qu'on est fasciné, hypnotisé par le risque de mort imminente. Donc on est là en train de regarder les yeux, les mains, l'intonation de la voix, l'objet qui nous adresse, marque hypermémoire, marque une empreinte biologique en nous. Et si je dis empreinte biologique, c'est parce que Pierre Rousseau, avec qui on travaille, et qui est enseignant à l'université de Mons-Hainaut, a fait des neuroimageries aux bébés traumatisés. Et alors qu'il y a normalement un bouillonnement synaptique chez les bébés non traumatisés, et bien chez les bébés traumatisés, il y a une trace qui va directement à l'amygdale rhéencéphalique, qui est le socle biologique, le support biologique des émotions violentes. Angoisse, frayeur, agression. Donc le milieu a sculpté une partie du cerveau des bébés, ils n'en ont pas conscience, on n'en a pas conscience, et on se demande pourquoi, toute leur vie, ils éprouvent toute l'information comme une agression. Parce que, ayant été traumatisés précoces, les informations vont directement à l'amygdale rhéencéphalique. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu hoches la tête quand tu cherches? Donc ça veut dire que pour eux, tout est une agression. Parce qu'ils ne traitent que des informations qui vont vers l'amygdale. Alors que les autres bébés, ils ont appris à danser, ils ont appris à sourire, ils ont appris à babiler, à solliciter leur mère par un babil, en tendant les bras. Ils ont appris des régulations de l'émotion, alors que ces enfants traumatisés précoces n'ont pas appris la régulation des émotions, au contraire même, ils ont appris à réagir avec violence, parce que pour eux, tout est violence. Donc quand on dit, on va leur expliquer, non, il ne faut pas, aucune raison ne pourra les calmer, il faut les sécuriser. Mais sécuriser un adolescent qui passe son temps à nous agresser, c'est pas toujours facile. Et en disant ça, je me rappelle, vous vous rappelez le père Gilbert, le curé des Boubards,
il avait des cheveux longs à une époque où il n'y en avait pas, des blousons, des Santiago, et un jour il nous raconte comment il s'occupait d'adolescents qui étaient doués pour la provocation. Alors il mime l'adolescent, alors il parle comme un curé, vous savez, les discours de curé, mais oui, mon enfant, mais écoute, enfin, vous connaissez ça, un discours de curé, et l'adolescent continue à le provoquer, et puis le père Gilbert ça commence à se serrer là, et le père Gilbert dit, lorsque soudain, j'entendis la voix de Dieu me dire, pète-lui la gueule. Donc ça veut dire qu'ils sont doués pour provoquer notre agression, même si on ne veut pas. Et là, il faut une formation professionnelle ou individuelle pour être capable de supporter ça, parce que c'est vraiment pas toujours facile. Ce qui veut dire, cette image veut dire que selon la manière dont vous posez des questions, vous obtenez des réponses radicalement opposées. Si vous posez la question, est-ce que vous vous rappelez l'agression? Ah oui, alors je me rappelle, il avait un revolver, j'en regardais son doigt sur la gâchette, il avait une joue mal rasée, il avait un bonnet, ses yeux étaient méchants, mais dans quel contexte? Alors là, vous en concluez, oh là là, les traumatisés, ils ont une mémoire exceptionnelle. Et si vous posez la question autrement, mais autour de l'agresseur et vous, est-ce qu'il y avait des gens pour vous aider? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Ça se passait dans quelle salle? Ah ben, je suis complètement oublié la salle où ça se passait, mais c'était à quelle date? Vous avez des erreurs de date impressionnantes, c'est-à-dire que selon la manière dont vous posez la question, vous arrivez à la conclusion que les traumatisés ont une mémoire hyper précise, ou au contraire qu'ils ont une mémoire étonnamment imprécise. Et c'est vous qui induisez la réponse avec votre manière de poser la question. Alors, voilà ici, on en a parlé hier, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que tout ça, ce sont des déterminants biologiques de l'émotion, mais on voit qu'il existe bien sûr, mais on sait maintenant que toute une partie de notre biologie, elle est relationnelle. Si je suis seul, je vais effondrer mon taux de dopamine. Si vous me parlez gentiment, vous allez provoquer mon augmentation de sécrétion de sérotonine, qui est la neurohormone de la décontraction et du plaisir. Donc notre relation modifie notre biologie, pas totalement, on est des êtres humains, mais c'est gouvernable en partie. Alors voilà ici donc une photo que je montre souvent pour dire que notre cerveau est en partie sculpté par notre existence. La manière de parler, la manière de rencontrer, la manière de se réunir, les rituels amicaux, les repas entre copains, les rituels religieux, le sens qu'on donne à la vie, tout ce qui structure notre vie collective structure aussi une part de notre cerveau. Et comme on l'a dit hier soir, nos adolescents qui sont seuls avec des machines, eh bien, ils ont un cerveau structuré de manière très différente de celui des parents, et ils ne perçoivent pas les mêmes choses, ils ne réagissent pas aux mêmes informations, et surtout, ils ne connotent pas les mêmes informations de la même manière. Donc ce sont déjà, alors ils ne sont pas mutés, mais ils ont évolué différemment. Ils n'ont pas muté, c'est la même bandelette, mais ils ont évolué sous l'effet de notre culture technologique moderne. Leur cerveau a évolué de manière totalement différente, mais on sait que s'il n'y a rien autour de ces enfants, eh bien, ils vont avoir une atrophie bifrontale, et cette atrophie bifrontale va libérer, ne va plus inhiber l'amygdale et l'encéphalie, donc ils vont tout éprouver comme une agression, et surtout, ils vont avoir des troubles importants de la mémoire, et on voit que les enfants élevés en isolement affectif sont mauvais à l'école parce qu'ils ne se concentrent pas et parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Et ce déficit cognitif n'est pas dû à une défaillance cérébrale, parce que la défaillance cérébrale est elle-même due à une défaillance du milieu familial, parfois culturel, le plus souvent. Donc on voit comme ça, c'est un raisonnement systémique,
Donc ça, je vais passer rapidement là-dessus, pour dire, je l'ai déjà dit, c'est pour dire comment on reconstitue sa mémoire, et je vais dire aussi comment les récits qu'on entend autour de soi modifient la manière dont on raconte ce qui nous est arrivé. On travaille avec Denis Péchanski, qui est un grand nom de l'histoire actuelle, que les gens de la salle connaissent sûrement, et il est président de l'association franco-américaine pour le débarquement américain en Normandie, et maintenant pour l'assassinat des Américains dans les Twin Towers de Manhattan. Or, au moment où il y a les Twin Towers, presque en direct examen, on a assisté, presque tous, on a assisté à la télévision à l'attentat qui avait lieu à New York. Pratiquement en direct. Et puis ensuite, ça a été remanié, ce qui est excellent pour provoquer un syndrome psychotraumatique. Et beaucoup de petits Français ont eu un syndrome psychotraumatique pour un attentat qui s'était passé à des milliers de kilomètres de chez eux, parce qu'ils avaient vu les images à la télévision et ils avaient vu leurs parents affolés. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les enfants n'avaient pas de base de sécurité autour d'eux, donc ils ont fait un syndrome psychotraumatique. Ils ne dormaient pas, ils ne mangeaient pas, ils avaient des cauchemars, ils ne voulaient plus sortir. Ils avaient un vrai syndrome psychotraumatique pour une tragédie américaine qui s'était passée à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. Donc la manière de, nous adultes, parents, la manière de réagir émotionnellement et la manière d'en parler transmet quelque chose à nos enfants, et la manière dont la culture en parle transmet aussi quelque chose à nos enfants. C'est-à-dire qu'on voit dans les Twin Towers, Denis Péchanski téléphone vite à ses amis et dit « Faites des interviews des gens qui sortent des tours, des surveillants qui sortent des tours, enregistrez-les et demandez l'adresse. » Ils enregistrent beaucoup de survivants des Twin Towers où ils sont descendus sans panique, ils sont descendus dans les escaliers sans panique. S'il y avait une panique, il y aurait plus de 3000 morts. Et arrivés en bas, les historiens avaient une batterie de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'étais là, j'ai entendu un bruit, je n'ai pas compris. Je me suis inquiété quand j'ai entendu un bruit dans les escaliers, parce que ça, dans les escaliers, il n'y a jamais de bruit. Donc ce bruit, j'ai ouvert la porte, j'ai vu des gens qui faisaient signe de descendre avec eux. On est descendu en rond, je sais rien, je comprends rien. Prenez leur adresse par téléphone, on leur donne rendez-vous. Un mois après, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Oh ben tiens, si je m'en rappelle, bien sûr, mais racontez-moi ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai vu les avions rentrer dans les tours, j'ai entendu le crash, j'ai entendu le corps qui sort, les Américains qui sautaient par la fenêtre. Tout est recomposé. Et ce qui fait partie de leur mémoire intime, c'est le récit médiatique qu'ils ont vu à la télévision, qu'ils ont vu dans les journaux, qu'ils ont incorporé dans leur mémoire, et c'est le plus sincèrement du monde qu'ils racontent des phénomènes où parfois même ils n'étaient pas. Actuellement, on travaille avec Patrick Clairvoy et le psychiatre militaire. Il y a actuellement 10 000 soldats au Mali, en Afghanistan et en Afrique centrale. Il y a beaucoup moins de morts par combat à cause de la technologie moderne, mais il y a beaucoup plus, il y a 3-4 fois plus de morts par suicide. Parce que les djihadistes mettent les enfants en première ligne et que les soldats savent que ces enfants ont des ceintures d'explosifs. Donc ils ont le choix. Ils tirent sur les enfants, ils tuent les enfants, ou alors ils laissent arriver les enfants chez eux et ils disent « l'enfant va mourir avec moi ». Donc ils préfèrent tirer sur un enfant avant que l'enfant arrive, et parfois les djihadistes envoient des enfants, les soldats tirent, il n'y avait pas d'explosifs autour de la table. Donc les soldats rentrent au camp absolument ravagés, et là il y a Patrick Clairvoy nous dit il y a 3 à 4 fois plus de morts par suicide que par combat, parce que les hommes sont complètement ravagés
par cette méthode de guerre moderne. Alors je crois qu'on peut continuer souvent, mais je vais m'arrêter. Tout ça pour dire que je m'arrive juste sur un dernier exemple. Anna Novak, qui est devenue un grand nom de la banque, elle est à Auschwitz à l'âge de 14 ans. Et contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, à Auschwitz, tout le monde voulait écrire. C'était puni de mort, sans jugement. Les gens étaient abattus sur place et envoyés au fond. Mais les gens voulaient écrire. Ils avaient besoin d'écrire pour reprendre possession de leur monde intime, ne pas être soumis à un massacre incroyable. Donc, Anna Novak trouve un sac de pommes de terre, elle fait des lamelles de papier et elle écrit et elle cache ces lamelles de papier. C'était en 1942. En 1970, elle retrouve ses notes. Elle les lit, stupeur, ce qu'elle a noté au jour le jour à Auschwitz n'est pas dans sa mémoire. Et ce qui est dans sa mémoire n'a pas été noté au jour le jour à Auschwitz. Un autre exemple, c'est Walter Katowski. Il est journaliste et il travaille en Allemagne au journal Die Zeit. Et arrive l'effondrement nazi, et en 2010, il affirme qu'il a toujours été anti-nazi et que c'est sa fierté, il a toujours été anti-nazi. Jusqu'au jour où un journaliste lui ressort des articles qu'il avait écrits dans Die Zeit en 1942 et il voit l'éloge de l'enthousiasme pour le nazisme. Dans la réalité, il a écrit son enthousiasme pour le nazisme et dans la représentation pour supporter, parce qu'il ne supportait pas probablement, il avait évolué, il ne supportait pas d'avoir été nazi, il soutenait certainement le plus sincèrement du monde qu'il avait toujours été anti-nazi. Alors là, on voit, je termine là-dessus, c'est un travail de Magaille, on voit que les Noirs américains, aujourd'hui, âgés de plus de 65 ans, aux USA, aux États-Unis, 80% ont un attachement évident, c'est-à-dire un peu distant. Les mêmes Noirs en Europe ont 25% d'attachement évident et en Afrique, 20% d'attachement évident. C'est-à-dire que la manière d'aimer est sculptée aussi par les interactions quotidiennes, c'est-à-dire que c'est probablement plus difficile d'être noir aux États-Unis aujourd'hui que d'être noir en Europe aujourd'hui. Mais ça, il faut des méthodes. Voilà les photos dont je vous parlais tout à l'heure, je vais inverser les diapos. C'est la gamme, quand on parle, c'est une petite coupure facile à réparer, et quand on parle, c'est un char de coquelicot rouge absolument merveilleux. Et quand on ne parle pas, c'est ça qui reste en mémoire. Donc voilà, je termine là-dessus pour vous dire qu'on peut élaborer ce qui nous est arrivé et qu'on peut donc, à condition de ne pas être seul, de parler avec quelqu'un et d'agir sur la culture. Merci de m'avoir écouté. On va donner le mot de la fin à notre président Paul Charvet. La première des choses, c'est que, excusez-moi, j'ai plus de mémoire, parce que déjà, avant le colloque, je remplis mon cerveau, pendant, j'écoute, donc excusez-moi si j'oublie dans les remerciements, parce que j'ai l'impression d'être comme le nouveau-né, c'est-à-dire sans histoire. Alors je remercie surtout, parce que le colloque est fait grâce à la gentillesse de la mairie de Bonsartou, avec son maire, avec Serge Rodriguez qui nous aide, avec toutes